Avec la GMF, assurance et services financiers. Votre soirée sur Arte. Dans un instant, le peintre norvégien Munch se met à nu dans ses autoportraits. À 20h40, les blondes prennent leur revanche dans Théma avec Marilyn en première ligne. À minuit 45, de jeunes Américaines partent en guerre contre les conventions dans un beau film bucolique. Arte. Norvège, été 1902. Une violente dispute éclate entre le peintre Edvard Munch et sa compagne, Tulla Larsen. Un coup de feu part et blesse l'artiste à la main gauche. Hanté par cette rupture dramatique, Munch, dès lors, va peindre de nombreux autoportraits. Ils seront, dit-il, autant de retours sur soi-même à un moment difficile. Nous sommes dans la réserve du musée Munch, à Oslo. Le fonds artistique légué par Edvard Munch est conservé ici. Tableaux, dessins, lithographies. En tout, plus de 20 000 œuvres, parmi lesquelles la quasi-totalité des autoportraits. Le public a découvert la plupart de ces autoportraits après la mort de Munch, à l'occasion de l'inventaire de ses archives. Munch a toujours refusé de les montrer. Il constituait une démarche personnelle, un travail de recherche sur soi-même. Edvard Munch naît en Norvège en 1863. Il grandit à Christiania, l'ancien nom d'Oslo. Il peint son premier autoportrait à l'âge de 18 ans, dans un style très académique. Il s'affranchira vite des contraintes de la tradition. Reproduire la réalité figurative ne l'intéresse pas. Munch veut peindre les visions intérieures, les instantanés de l'âme. À l'âge de 21 ans, Edvard Munch rejoint un groupe d'anarchistes radicaux et d'intellectuels bohèmes de Christiania. Le chef de file de ce groupe est l'écrivain Hans Jäger. Munch fait un portrait de cet homme qu'il tient en très haute estime et dont il admire la devise. « C'est ta propre vie que tu dois écrire ». Exprimer ses expériences personnelles, un précepte qui influencera durablement Munch et qu'il appliquera à sa peinture. Dans ses portraits, Munch se dévoile comme peu d'artistes l'avaient fait avant lui. Ses tableaux le représentent tel qu'il se voyait en tant qu'artiste, mais avant tout dans sa relation avec les femmes. Les autoportraits de Munch sont accessibles au grand public grâce à l'initiative d'Iris Müller-Westermann. Cette spécialiste de Munch travaille habituellement au musée d'art moderne de Stockholm. Lors de ses recherches, ici au musée Munch d'Oslo, elle a découvert sur le peintre des éléments biographiques inconnus. Ce tableau s'appelle « Sur la table d'opération ».
Il a été peint peu de temps après le drame de 1902. Ce tableau nous dit qu'un événement dramatique a eu lieu. Et il a eu lieu, en effet. Le jour du coup de feu, Tula Larsen et Edvard Munch s'étaient retrouvés en vue d'une réconciliation. Tula Larsen voulait se marier, Munch ne le voulait pas. Il tenait à garder son indépendance d'artiste. La dispute a éclaté et Munch s'est tiré une balle de revolver dans la main gauche. Tula et lui ne se reverront plus jamais après ce jour. Les rapports médicaux qui nous sont parvenus attestent que la balle est restée bloquée dans le majeur et qu'il a fallu opérer pour la retirer. C'est le point de départ de ce tableau. Mais l'homme est nu, alors que pour opérer une main et retirer une balle, il n'est pas nécessaire de se déshabiller complètement. On voit à quel point Munch se met en scène de façon dramatique, en organisant l'espace selon une perspective fuyante, avec un homme gisant nu, presque mort. Le seul signe de vie, c'est le poing gauche serré. Il y a 3 médecins qui ne s'occupent pas du blessé, derrière une vitre des étudiants qui observent la scène. Il y a aussi une infirmière qui porte une bassine pleine de sang. Et cette grande tache sur le drap en forme de tête de mort. Tous ces éléments contribuent à rendre ce tableau singulièrement dramatique. Les personnages sont à peine esquissés. Les couleurs de la palette sont vives. La peinture a coulé par endroits. Ici, comme dans ses autres tableaux, Munch a appliqué une technique picturale très personnelle et inédite. Munch n'a pas voulu peindre la réalité. Il a plutôt cherché à représenter des événements subjectifs. Il importe d'en tenir compte ici. Munch cherche à représenter le côté traumatisant de l'événement. Et pour ce faire, il amplifie la situation. Dans ce tableau, il n'est pas uniquement l'homme blessé par son propre coup de revolver, il est aussi l'artiste. Nous sommes en 1902-1903. Dans ces années-là, Munch organise des expositions pour se faire connaître, sans grand succès. À Christiania, les gens se moquent de ses tableaux et de lui. Il se sent mis à nu et incompris. Edvard Munch s'expose là en victime. Entre les mains de l'infirmière, son sang symbolise la force vitale dont on le prive, en tant qu'homme et en tant qu'artiste. On est au tout début du XXe siècle. Que ressent l'homme moderne dans sa solitude? Éprouve-t-il une rupture intérieure? C'est ce que veut représenter Munch, sans succès. Le tableau « L'enfant malade » soulève l'indignation. Il a été inspiré à Munch par la disparition brutale de sa sœur Sophie, morte à 15 ans de la tuberculose. L'artiste s'est efforcé de donner forme à son chagrin. Il applique la peinture en couches successives, qu'il efface ensuite et qu'il gratte jusqu'à rendre la toile apparente. Ce geste, qui consiste à entrer sous la peau au-delà du visible, à transposer visuellement une émotion, était très important pour lui. Il a dit que ce tableau était un tournant dans son œuvre. C'est à ce moment-là qu'il s'est détourné du naturalisme. Munch ne fait pas le portrait d'une enfant atteinte de tuberculose. Il fixe le moment de l'adieu. Il fixe la personne qui va disparaître. Il faut arrêter de peindre des scènes d'intérieur, des gens qui lisent, des femmes qui tricotent. Il faut des sujets vivants, qui respirent et ressentent, qui souffrent, qui aiment. Le premier autoportrait remarquable de cette période date de 1886. Dans cette œuvre, Munch a gratté la peau de son visage avec le manche de son pinceau. Il veut montrer ainsi qu'à 23 ans à peine, il est marqué par la vie. Au cours de son enfance,
Munch a été souvent malade. Il a longtemps redouté de mourir de la tuberculose, une maladie très répandue à l'époque. L'un des épisodes les plus dramatiques de son enfance restera la mort prématurée de sa mère. Munch avait 5 ans. Cette perte marquera toute son œuvre. Il ne s'en remettra jamais. Le drame du coup de feu et la blessure qui s'ensuit, l'accueil méprisant réservé à sa peinture en Norvège, tout cela va peser lourd sur son psychisme. L'autoportrait en enfer le montre tel qu'il se voit à l'âge de 40 ans. À nouveau, Munch se représente nu, mais cette fois il n'est pas mort, ni même inconscient. Il se tient droit, le regard tourné vers le spectateur. Entre la tête et le tronc, des traits rouges, comparables à une coupure. L'artiste est blessé, mais son attitude est plus assurée. Les flammes mortelles qui l'entourent semblent lui donner de l'énergie. Munch décrit l'enfer comme un espace de couleurs. Derrière lui se dresse une ombre. Elle est immense et menaçante, mais elle équilibre le tableau. Sans elle, le personnage s'écroulerait. Dans l'autoportrait en enfer, Munch met en avant le génie de l'artiste. Pour défendre sa vision de l'art, le peintre est prêt à se jeter au feu. « 1903. Munch a 40 ans. Il voyage. Berlin, Hambourg, Paris, Prague. Son agitation intérieure l'empêche de s'attarder longtemps au même endroit. En Norvège, les critiques restent féroces, mais Munch est de plus en plus reconnu à l'étranger, surtout en Allemagne, où il remporte ses plus grands succès. On lui consacre des expositions et quelques mécènes soutiennent son travail. Il est hanté par sa rupture avec Tuula Larsen. Les thèmes du coup de feu et de la main blessée reviennent sans cesse dans ses autoportraits. En 1905, il peint ce tableau intitulé « Meurtre ». La femme se trouve certes à l'arrière-plan de la composition, mais en son centre. Elle incarne le malheur, même si ce n'est pas elle qui a blessé la main de l'artiste. La scène, très contrastée, représente pour Munch l'abîme qui sépare l'homme de la femme. Beaucoup de gens se sont dit « Le voilà encore en train de peindre sa relation avec Tuula Larsen. Il n'en finira donc jamais avec ses tableaux de haine où l'homme est victime de la femme. » Mais Munch a vécu là un épisode réellement traumatisant. Et il le peint et le repeint autant de fois qu'il le faut pour s'en libérer. Pour lui, la pratique de l'art relève de la thérapie. Au lieu de parler de ses problèmes, il les peint. Les rapports hommes-femmes ont toujours été au centre de sa peinture. La rencontre érotique avec la femme déstabilise l'homme. Il est en proie à un conflit. En lui s'affrontent le désir suscité par la femme et la menace que constitue le sexe féminin. Le tableau Vampire décrit le désir féminin comme une force démoniaque qui emprisonne l'homme. Munch est l'un des premiers artistes à associer le désir et l'angoisse. C'est très intéressant. La relation amoureuse implique une perte de contrôle et comporte un risque. Dans les tableaux de Munch, ce sont les hommes qui prennent le risque. Ce sont eux qui sont blessés. Ce thème n'avait jamais été traité de cette façon-là dans l'histoire de l'art. J'ai vécu cette période de l'émancipation de la femme. Les femmes séduisaient et attiraient les hommes. Elles les trompaient.
C'était l'époque de Carmen. Durant cette période de transition, l'homme a été en position de faiblesse. Munch est de plus en plus reconnu à l'étranger. Pourtant, son état de santé se détériore. Il boit, il est angoissé et souffre de délires de persécution. Plus tard, en repensant à cette époque, il écrira « Le pire, c'est que je savais que j'étais en train de devenir fou. J'étais presque fou. » C'est à cette époque qu'Edvard Munch réalise les autoportraits qu'il considère comme les plus importants de toute sa production. Sans se ménager, il peint son angoisse de perdre le contrôle de lui-même. Dans l'autoportrait à la bouteille de vin, il est assis au premier plan du tableau, coincé entre deux rangées de tables qui structurent l'espace de façon très précise. Au centre de ce dispositif, le visage de l'artiste vers lequel convergent toutes les lignes. Le contraste rouge-vert qui domine la scène crée une impression de tension extrême, encore amplifiée par les surfaces rouge-orange visibles derrière le dos de l'artiste. L'autoportrait à la bouteille de vin montre l'artiste au plus fort de sa crise existentielle. Munch est assis, les mains complètement relâchées. Il a l'air vidé de toute son énergie. Et en même temps, on a l'impression que sa tête bouillonne. Sa tête se détache sur un fond rouge et derrière lui, deux serveurs se tiennent debout, dos à dos. On dirait qu'ils ne forment qu'un seul corps qui part dans deux directions opposées, comme la schizophrénie, quand la personnalité se dédouble. Et on retrouve là un thème que Munch a souvent traité dans les tableaux de cette époque, et pas seulement dans ses autoportraits. Le thème de la dissociation, du dédoublement. Mon âme est divisée comme deux oiseaux, liés l'un à l'autre, et qui tentent désespérément de s'envoler dans des directions opposées. Ce désarroi existentiel imprègne de mélancolie tous les autoportraits de Munch. En 1892, il peint Désespoir. L'homme au premier plan représente l'artiste. Derrière lui, on reconnaît le fjord d'Oslo. La perspective dominée par la diagonale de la rambarde produit une tension vive. Munch exprime là une angoisse qu'il a ressentie plusieurs années auparavant, lors d'une promenade à Christiania. Je marchais avec deux amis. Le soleil se couchait. Je ressentis un soudain accès de mélancolie. Le ciel se colora tout d'un coup d'un rouge intense. Je m'arrêtai et m'appuyai épuisé à la rambarde. Mes amis continuèrent d'avancer. Je restai là, tremblant d'angoisse, et perçus un cri immense et sans fin qui traversa tout l'espace. Le cri, son tableau le plus célèbre. En retravaillant ce thème de l'angoisse, Munch a réalisé ici une puissante métaphore de l'homme moderne et de sa solitude. Dans le désespoir, la première version du cri, on reconnaît encore Munch. Par la suite, il a transformé le personnage pour en faire un être humain. N'importe quel être humain éprouvant une angoisse existentielle. Le thème est amplifié et généralisé. On retrouve souvent cette démarche chez Munch. Il commence par se représenter lui-même. On peut imaginer qu'un artiste qui ne cherche pas à peindre le visible mais l'invisible commence par se prendre lui-même comme sujet. Mon art est une confession. Il est un peu comme les messages d'avertissement que le télégraphiste envoie quand le bateau est en train de couler.
J'ai l'impression que l'angoisse de vivre m'est nécessaire. Sans cette angoisse et sans la maladie, je serais un bateau sans gouvernail. En 1908, Munch est victime d'une attaque qui le laisse partiellement paralysé. Il entre pour un an à la clinique du professeur Jacobsen, à Copenhague, clinique spécialisée dans les maladies nerveuses. Durant sa convalescence, Munch peint l'un des tableaux les plus importants de cette époque, l'autoportrait de Copenhague. Une fois de plus, il se représente assis sur une chaise, tourné vers le spectateur. Toutefois, il regarde simplement la personne qui lui fait face, sans porter sur lui-même un regard désespéré. Le visage est peint avec précision, au pinceau fin. Le corps et la pièce, eux, sont peints à grands traits horizontaux et verticaux. Munch a retrouvé sa vigueur. Il regarde l'avenir avec confiance. Mais sa façon de peindre montre aussi que l'équilibre est précaire. On a l'impression qu'il se reconstruit à chaque trait de pinceau, pas à pas, trait par trait. Le visage est à nouveau solide et le corps est en passe de se reconstituer. Seule la vue par la fenêtre reste complètement floue. Il ne se sent pas encore concerné par le monde extérieur. Le traitement du docteur Jacobsen prévoit une électrothérapie. Elle est censée rééquilibrer les composantes intérieures masculines et féminines de l'artiste. Munch croquera la scène avec un regard ironique. Cette thérapie n'avait rien à voir avec les électrochocs. On appliquait aux patients un faible courant électrique pour leur redonner un équilibre. Il semble que chez Munch, les énergies masculines et féminines n'étaient pas en harmonie et qu'il fallait les rééquilibrer. D'ailleurs, quand on regarde bien ce dessin, on se rend compte que le courant électrique passe d'abord par l'infirmière, puis par le médecin, avant d'arriver sur le crâne de Munch. Il est donc équilibré par un homme et une femme avant d'être dirigé sur Munch. L'autoportrait de Copenhague marque le début d'une nouvelle phase. Durant son séjour en clinique, Munch redevient extrêmement productif. Il peint, il organise des expositions à Copenhague, Christiania et Bergen. Quand il rentre en Norvège, l'artiste a recouvré une énergie nouvelle. Son pays lui accorde enfin la reconnaissance tant attendue. Christiania lui consacre une première grande exposition. Par la suite, la Galerie nationale et des collectionneurs privés achètent un grand nombre de ses œuvres. Munch s'installe dans le petit port de Kragerø, dans le fjord d'Oslo. Là, il prend soin de sa santé. Parmi les premiers tableaux qu'il réalise après sa guérison, figure un autoportrait androgyne. Ici, Munch opère une synthèse entre les forces antagonistes masculines et féminines. Quatre ans plus tard, sa vision de lui-même a changé. Il se redresse et fait face à la vie. Il s'expose tout entier à la chaleur du soleil. Munch a redécouvert en lui l'énergie positive de sa composante masculine. Il a peint ce tableau en prenant modèle sur une photo. Il est l'un des premiers artistes à se servir de la photographie pour peindre. Il est constamment à la recherche de moyens susceptibles de servir sa quête introspective. À mesure que sa renommée grandit, Munch se sent mieux en Norvège. Il travaille dans l'isolement qu'il a toujours recherché et qui lui est indispensable pour peindre. Toute sa vie, il continuera à s'interroger sur lui-même. J'étudie l'âme humaine en partant de l'observation de moi-même. Je me prends comme champ d'expérimentation vivante pour cette exploration de l'âme.
Munch travaille de plus en plus à ses autoportraits. Il s'y consacre presque quotidiennement. Il semble ne jamais se quitter des yeux. Pour lui, la peinture est une sorte de miroir qui permet de se découvrir. Les autoportraits sont aussi l'occasion de réfléchir aux problèmes, de faire le point sur une situation, d'aller à l'essentiel. Il ne s'agit pas de se forger une identité qui apparaîtrait comme un tout, sain et indestructible. L'identité est constituée de facettes qui sont autant d'aspects de la personnalité. L'idée d'une entité a disparu. Dans ses derniers autoportraits, Munch ne se pose plus en victime. Il ne dénonce plus la violence extérieure. Les autres ne sont plus responsables de ce qu'il est. Il est face à lui-même et aspire à la postérité. La semaine prochaine, perspective d'une rencontre avec Yeo Ming-pei. Comme dans les contes chinois, la vie de l'architecte sino-américain suit un chemin circulaire. Après avoir créé la pyramide du Louvre, la National Gallery à Washington, le musée historique de Berlin, Pei est de retour à Suzhou, sa ville natale, pour y construire un musée dédié à l'art chinois. Alors, à la semaine prochaine, avec lui, là-bas. Dans un instant. Blonde, vous avez dit blonde? Eh oui, les blondes prennent leur revanche dans Théma, Poupou Pidou, dans un instant. À chacun sa famille. Et à chaque famille son histoire, ses légendes, sa part d'ombre. Et parfois, un destin exceptionnel. Si votre arbre généalogique renferme un secret de famille, Arte se propose de se lancer sur les traces de votre passé pour résoudre l'énigme de vos origines. Plus d'informations sur notre site arte.tv/généalogie. Demain, du Cap-Vert à Sainte-Hélène. Des îles battues par les vagues. Des îles baignées de soleil. Paradis pour les plongeurs. Paradis pour les oiseaux. Mais pour combien de temps? Cap sur les îles oubliées. Demain à 19h sur Arte. demain. La vie au zoo, une sinécure. On cohabite. On est nourri, logé, blanchi. Il y a bien quelques bobos. Quelques querelles de voisinage. La vie de famille, quoi. Vienne, le zoo impérial. Demain, à 20h15 sur Arte. Marilyn Monroe et Lauren Bacall sont en première ligne pour défendre la cause des blondes. Tout de suite dans Théma. Femme fatale ou baby doll, icône glacée ou vampe plantureuse, Hollywood a très vite su exploiter le filon blondeur. Que l'on soit blonde comme les blés, vénitienne ou cendrée, être blonde reste un mythe. Et si Dame Nature ne vous a pas doté de cette couleur légendaire, pas de problème. Optez pour un blond oxygéné. Catherine Deneuve s'éteint les cheveux par amour, pour incarner, dit-elle, une femme amoureuse.
Madonna ou Christina Aguilera vendraient plus de disques qu'en étant brunes. Une poitrine légendaire pour une femme incendiaire en couverture et le chiffre de vente des magazines d'école. Alors, que vous soyez un peu boucle d'or, Barbie, princesse ou belle de jour, Théma a choisi son camp et préfère les blondes. Paula, Charlotte et Loco sont belles à croquer. Mais sans dessous, c'est à Manhattan que nos héroïnes vont monter un stratagème, jouer à la blonde, se divertir en étant mannequin et épouser un riche mari. Une savoureuse comédie de 1953 avec un trio terrifiant, Marilyn Monroe, Betty Grable et Lauren Bacall. La couleur blonde l'a rendue millionnaire. Des femmes du monde entier viennent dans les salons du célèbre coloriste Christophe Robin pour être encore plus blondes. Mais le blond est bien plus qu'une couleur. Une culture, un marché juteux, un mythe. Célèbres ou non, ce documentaire leur donne la parole. On la surnommait la canicule blonde. Elle déclenchait des incendies sur son passage. Milton Green sut la voir autrement qu'en simple être de chair. Marilyn, malgré elle, des photographies qui retracent la naissance d'un des grands mythes du cinéma. Mais tout de suite, direction Manhattan pour une comédie plutôt sexy, en compagnie de 3 déesses à la recherche de beaux partis. L'amour sortira-t-il indemne de leur manigance ?